Je m'appelle Jérémy Foa, je suis spécialiste des guerres de religion et je viens de publier à la découverte en 2021 un livre qui s'appelle Tous ceux qui tombent, visage du massacre de la Saint-Barthélemy, qui est un livre, comme le titre l'indique, sur le massacre. Alors le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est un sujet très connu sur lequel on a publié des milliers d'ouvrages, mais j'ai voulu l'observer d'une manière un petit peu différente de d'habitude. C'est-à-dire, d'habitude, on a toujours une vision surplombante, c'est-à-dire qu'on a étudié le massacre depuis le palais du Louvre, depuis le roi Charles IX, depuis Catherine de Médicis, toujours d'en haut, du côté des coupables, et toujours en haut du côté des victimes. C'est-à-dire quand on a évoqué ce massacre, c'est un massacre de protestants par des catholiques, 10 000 morts quand même. Quand on a évoqué les victimes de ce massacre, on a toujours parlé de Coligny, qui était un aristocrate, amiral de France, de La Rochefoucauld, qui était aussi un aristocrate, et jamais des milliers de victimes ordinaires, anonymes. Voilà. Je me suis dit, est-ce qu'il est possible, après tant et tant d'histoires de la Saint-Barthélemy, de dire quelque chose de neuf et peut-être d'éclairer des passages ou des personnages non éclairés. C'était mon optique. Parler des anonymes, de ces 10 000 morts. Alors, il y a 3 000 morts à Paris, 7 000 morts en province. Un des pires massacres, c'est Lyon, mais il y a aussi un massacre à Orléans, un massacre à Rouen, un massacre à Toulouse en octobre et un massacre à Bordeaux aussi à la même date, le 3 octobre. Ça, c'était le projet de départ, finalement, faire une micro-histoire de la Saint-Barthélemy, m'intéresser aux vies minuscules de la Saint-Barthélemy. Alors, comment j'ai pu faire ça, vu que les auteurs de l'époque sont aussi victimes d'un mépris de classe qui font que les témoins eux-mêmes parlent des grands, parlent des aristocrates, parlent de Catherine de Médicis, puis 10 000 morts. Que faire quand les sources d'époque elles-mêmes négligent les personnes ordinaires? Je suis allé piocher du côté des archives notariales. Les archives notariales de l'Ancien Régime, et notamment du XVIe siècle, elles sont intéressantes parce qu'au XVIe siècle, beaucoup plus qu'aujourd'hui, tout le monde va chez le notaire. On va chez le notaire pour acheter un immeuble, pour se marier, pour mettre ses enfants en apprentissage, pour acheter des rentes ou même pour payer son loyer. Ce qui fait qu'on a à Paris, comme à Toulouse ou à Lyon, chez les notaires, des milliers de documents qui permettent de documenter l'ordinaire pendant un événement extraordinaire. Et finalement, mon livre, il est sur ça. Est-ce que la vie continue dans un massacre ? Qu'est-ce que font la majorité des Parisiens, des Lyonnais, des Toulousains pendant le massacre? Est-ce qu'il est possible de travailler sur les habitants ordinaires qui sont ni des protestants massacrés, ni des catholiques massacreurs, mais ces gens autour? Ce dont je me suis rendu compte, c'est la thèse de mon livre, c'est que les coupables, les tueurs, on peut les connaître. Il n'y en a pas 200, ils sont plutôt une vingtaine. Une vingtaine d'hommes à Paris, le plus connu s'appelle Thomas Croisier, une vingtaine d'hommes aussi probablement à Toulouse. Un des coupables à Toulouse s'appelle Delpech, il est aidé par 2 étudiants qui s'appellent Latour et Lestel, mais on a la même composition à Lyon. Peu de tueurs, très bien entraînés, qui depuis au moins une dizaine d'années, c'est-à-dire depuis 1562, s'entraînent à interpeller, à harasser, à persécuter les protestants. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, il les jette en prison. Donc les tueurs, et c'est la thèse de mon livre, les tueurs se sont entraînés, c'est un massacre préparé sans avoir été prémédité. Ça fait une dizaine d'années que les tueurs, aussi bien à Lyon qu'à Toulouse, s'entraînent à savoir qui est protestant, parce qu'évidemment, ce n'est pas marqué sur leur visage, où est-ce qu'ils habitent, comment est-ce qu'on interpelle quelqu'un pour le jeter en prison. Donc tous ces gestes, ils ont été préparés bien avant la Saint-Barthélemy. C'est ce que les archives de l'ordinaire, les archives des notaires permettent de montrer. Ce qui permet de dire, d'affirmer cette thèse, que la Saint-Barthélemy est un massacre qui a été préparé sans être prémédité. Les tueurs, depuis une dizaine d'années, se faisaient la main, mémorisaient les visages. Le soir du massacre de la Saint-Barthélemy, si les protestants réagissent si peu, anticipent si mal ce qui les attend, c'est que finalement, ils ont déjà été arrêtés. Ils ont déjà vécu la scène qu'ils vont vivre. Les personnes qui viennent les arrêter les ont déjà arrêtés 1 fois, 10 fois, 100 fois. Ils imaginent que, comme d'habitude, ils vont être jetés en prison, ça va être long, ça va être cher, ça va être douloureux, ils vont avoir froid, mais ils vont s'en sortir.
La Saint-Barthélemy, elle fait fond sur quelque chose de tout à fait coutumier, ordinaire, sauf que sur ces gestes habituels, inédits, va se greffer quelque chose de radicalement inédit, qui est un passage à l'acte, qui est la mise à mort de milliers d'innocents.